Cher 4e C, me voici avec vous par l'écran. Je dois faire un grand big up à Madame Gibert qui m'a donné cette idée et qui m'a expliqué comment faire parce que c'est elle la meilleure prof. Je dois céder quand même devant elle. Bon, je suis la deuxième, je pense. Et voici ma lecture de la Vénus d'Île. J'ai décidé de vous accompagner pour cette semaine dans cette lecture parce que je suppose que votre motivation doit être assez basse. Et je voudrais relancer le travail parce qu'il y en a certains qui étaient sur la bonne voie et puis parce que ça fait partie du programme et qu'on va même continuer à bosser. Donc je me lance dans la lecture, vous suivrez sur votre aide, sur votre feuille de lecture. Voilà. La cloche du déjeuner interrompit cet entretien classique, et de même que la veille, je fus obligée de manger comme 4. Puis vinrent les fermiers de M. de Perret-aux-Rades, et pendant qu'il leur donnait audience, son fils me mena voir une calèche qu'il avait achetée à Toulouse pour sa fiancée, et que j'admirai. Cela va sans dire. Ensuite, j'entre avec lui dans l'écurie, où il me tint une demi-heure à me vanter ses chevaux, à me faire leur généalogie, à me conter les prix qu'il avait gagnés aux courses du département. Enfin, il en vint à me parler de sa future, par la transition d'une jument grise qu'il lui destinait. « Nous la verrons aujourd'hui, dit-il. Je ne sais pas si vous la trouverez jolie. Vous êtes difficile à Paris, mais tout le monde ici, et à Perpignan, la trouve charmante. Le bon, c'est qu'elle est fort riche. Sa tante de Prades lui a laissé son bien. Oh, je vais être fort heureux. » Je fus profondément choqué de voir un jeune homme paraître plus touché de la dot que des beaux yeux de sa future. « Vous connaissez un bijou, poursuivit M. Alphonse. Comment trouvez-vous ceci? Voici l'anneau que je lui donnerai demain. » En parlant ainsi, il tirait de la première phalange de son petit doigt une grosse bague enrichie de diamants et formée de 2 mains entrelacées, allusion qui me parut infiniment poétique. Le travail en était ancien, mais je jugeai qu'on l'avait retouché pour enchâsser les diamants. Dans l'intérieur de la bague se lisaient ces mots en lettres gothiques. « Saint-Père Abdi », c'est-à-dire « toujours avec toi ». « C'est une jolie bague, lui dis-je, mais ces diamants ajoutés lui ont fait perdre un peu de son caractère. »« Oh, elle est bien plus belle comme ça, répondit-il en souriant. Il y a là pour 1200 francs de diamants. C'est ma mère qui me l'a donnée. C'était une bague de famille très ancienne, du temps de la chevalerie. Elle avait servi à ma grand-mère qui la tenait de la sienne. Dieu sait quand cela a été fait. L'usage à Paris, lui dis-je, est de donner un anneau tout simple, ordinairement composé de 2 métaux différents comme de l'or et du platine. Tenez, cette autre bague que vous avez à ce doigt serait fort convenable. Celle-ci, avec ses diamants et ses mains en relief, est si grosse qu'on ne pourrait mettre un gant par-dessus. Oh, Madame Alphonse s'arrangera comme elle voudra. Je crois qu'elle sera toujours bien contente de l'avoir. 1200 francs au doigt, c'est agréable. Cette petite bague-là, ajouta-t-il en regardant d'un air de satisfaction l'anneau tout uni qu'il portait à la main, celle-là, c'est une femme à Paris qui me l'a donnée un jour de Mardi Gras. Ah, comme je m'en suis donnée quand j'étais à Paris il y a 2 ans, c'est là qu'on s'amuse. Et il soupira de regret. Nous devions dîner ce jour-là à Puygarrigue, chez les parents de la future. Nous montâmes en calèche et nous nous rendîmes au château éloigné d'Île, d'environ 1 lieue et demie. Je fus présenté et accueilli comme l'ami de la famille. Je ne parlerai pas du dîner ni de la conversation qui s'ensuivit, et à laquelle je pris peu de part. M. Alphonse, placé à côté de sa future, lui disait un mot à l'oreille tous les quarts d'heure. Pour elle, elle ne levait guère les yeux, et chaque fois que son prétendu lui parlait, elle rougissait avec modestie, mais lui répondait dans l'embarras. Mademoiselle de Puygarrigue avait 18 ans. Sa taille souple et délicate contrastait avec les formes osseuses de son robuste fiancé. Elle était non seulement belle, mais séduisante. J'admirai le naturel parfait de toutes ses réponses et son air de bonté, qui pourtant n'était pas exempt d'une légère teinte de malice, me rappela malgré moi la Vénus de mon hôte. Dans cette comparaison que je fis en moi-même, je me demandai,
si la supériorité de beauté qu'il fallait bien accorder à la statue ne tenait pas en grande partie à son expression de tigresse, car l'énergie, même dans les mauvaises passions, excite toujours en nous un étonnement et une espèce d'admiration involontaire. Quel dommage, me dis-je en quittant Puy-Garrigue, qu'une si aimable personne soit riche et que sa dot la fasse rechercher par un homme indigne d'elle. Revenant à Île, et ne sachant trop que dire à madame de Péréhourade, à qui je croyais convenable d'adresser quelquefois la parole. Vous êtes bien fort d'esprit en Roussillon, m'écriai-je. Comment, madame, vous faites un mariage un vendredi? À Paris, nous aurions plus de superstition. Personne n'oserait prendre femme un tel jour. Mon Dieu, ne m'en parlez pas, me dit-elle. Si cela n'avait dépendu que de moi, certes, on eût choisi un autre jour. Mais Péréhourade l'a voulu, et il a fallu lui céder. Cela me fait de la peine pourtant. S'il arrivait quelque malheur, il faut bien qu'il y ait une raison, car enfin, pourquoi tout le monde a-t-il peur du vendredi? Vendredi? S'écria son mari. C'est le jour de Vénus. Bonjour pour un mariage. Vous le voyez, mon cher collègue, je ne pense qu'à ma Vénus. D'honneur, c'est à cause d'elle que j'ai choisi le vendredi. Demain, si vous voulez, avant la noce, nous lui ferons un petit sacrifice. Nous sacrifierons 2 palombes. Et si je savais